On va plonger ensemble dans un monde qui n'existe plus, celui du sultanat marocain au tournant du XXe siècle. On a la chance d'avoir les mémoires d'un témoin de l'époque, et grâce à lui, on va découvrir les coulisses d'une période aussi fascinante que brutale. C'est une histoire à la fois grandiose et, franchement, terrible. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite dans ce récit, c'est un contraste, mais vraiment saisissant. D'un côté, on a l'image d'un pouvoir immense, théâtral, avec des cérémonies grandioses. Mais si on gratte un peu le vernis, la réalité est beaucoup, beaucoup plus sombre. On parle d'un royaume complètement rongé de l'intérieur par la misère et la corruption. Et au cœur de cette machine, il y a un homme, le sultan Hassan. Un dirigeant puissant, implacable, qui avait une méthode bien à lui pour asseoir son autorité sur un pays souvent rebelle. Être tout le temps en mouvement. Et attention, quand on dit en mouvement, il ne faut pas imaginer une petite escorte. Non, non, c'était une véritable ville ambulante. Imaginez 10 000 soldats, ses femmes, ses ministres, leurs familles, des marchands. Le témoin de l'époque, il parle d'une plaie de sauterelles qui dévorait tout sur son passage. Chaque village était littéralement vidé de ses ressources. En fait, c'était moins de la gouvernance que de l'extorsion à grande échelle. Notre témoin, lui, a vécu cette expérience de l'intérieur en arrivant avec une mission britannique. Et il nous décrit une scène incroyable à Marrakech. Un chaos total. Des ruelles bondées, des chevaux, des mules, des gens partout. La capitale du Sud était complètement submergée, écrasée par l'arrivée de cette cour gigantesque. C'est vraiment au cœur du pouvoir que ce grand spectacle atteint son apogée. On se retrouve maintenant dans la cour immense du palais, sous un soleil de plomb, pour la réception officielle de l'envoyé britannique. Et c'est là que le décorum, la mise en scène du pouvoir, va révéler toutes ses failles. Le tableau est une métaphore parfaite de tout le royaume. D'un côté, le luxe absolu, presque indécent, de la suite du sultan. Les chevaux avec des harnais en or, le fameux parasol royal, symbole de son pouvoir. Et de l'autre côté, il y a son armée. Des soldats en haillons, des uniformes dépareillés, quand il y en a. C'est vraiment la photo d'un régime où toute la richesse est concentrée au sommet et cache une fragilité immense. La cérémonie en elle-même est pensée pour une seule chose, humilier l'étranger. L'envoyé britannique doit se tenir là, tête nue, en plein cagnard. Le sultan, lui, reste à cheval, protégé par son parasol. Il écoute à peine, marmonne quelques mots, et puis il tourne les talons et s'en va. C'est une démonstration de force brute, un rituel d'écrasement. Le problème, c'est que tout ce pouvoir absolu ne repose que sur les épaules d'un seul homme. Alors, que se passe-t-il quand cet homme disparaît ? Tout bascule pendant une expédition militaire épuisante. En plein désert, le sultan Hassan tombe gravement malade. Le grand vizir Bah Ahmed se retrouve face à un dilemme absolument impossible. Le sultan est en train de mourir et ils sont en plein territoire hostile. S'il annonce la nouvelle, c'est le chaos assuré. L'armée se mutine, les tribus attaquent, le royaume tout entier peut s'effondrer en quelques heures. Alors, que faire ? Alors là, ce qui va suivre est digne d'un film. C'est à la fois macabre et génial, d'une certaine manière. Pendant 5 jours, Bah Ahmed va organiser une mise en scène complètement folle. Le cadavre du sultan continue de voyager dans sa litière royale. Le cortège avance comme si de rien n'était. On continue de préparer ses repas, de les apporter à sa tante. Pendant ce temps, Bah Ahmed gouverne en secret en utilisant le sceau du sultan mort. Ce n'est qu'une fois arrivé près de Rabat, en sécurité, qu'il révèle la vérité. Le corps, lui, se décompose depuis des jours sous une chaleur écrasante. C'est juste stupéfiant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Pour que le jeune fils Abdelaziz puisse monter sur le trône, Bah Ahmed doit d'abord consolider son propre pouvoir. Et cet homme, qui vient d'une lignée d'esclaves, a des ennemis puissants. La famille Jamaï, une grande famille d'aristocrates qui tient les postes clés du gouvernement. Et la chute va être aussi rapide que brutale. Le chef de la famille Jamaï est convoqué devant le jeune sultan. Et là, publiquement, Bey Ahmed l'humilie et le fait arrêter sur le champ. L'humiliation est totale. On lui arrache son turban blanc, le symbole de son statut, et on lui met un bonnet sale de garde sur la tête. Puis il est jeté en prison, sous les insultes de la foule. Mais le pire, le détail le plus horrible, concerne son frère. Les 2 hommes sont enchaînés l'un à l'autre, dans la même cellule. Quand le premier meurt, les gardes ont tellement peur d'être accusés de quoi que ce soit, qu'ils n'osent pas enlever le corps. Il faut imaginer l'horreur. Pendant 11 jours, dans une cellule étouffante, Mohamed Sourir Jamaï est resté enchaîné au cadavre de son propre frère. Il va survivre à ça et passer encore 14 ans en prison. Quand il est libéré, c'est un homme brisé. Il confiera ces mots absolument bouleversants à notre témoin, peu de temps avant de mourir. C'est un témoignage terrible sur la cruauté de ce système.
Mais après toute cette noirceur, une petite lueur d'espoir apparaît. Le jeune sultan Abdelaziz arrive au pouvoir. Et sous l'influence de sa mère, une femme turque décrite comme très intelligente, il semble vouloir rompre avec les vieilles traditions écrasantes de son père. Et ça se voit tout de suite dans les faits. L'auteur de ses mémoires raconte lui-même comment il a participé à convaincre le jeune sultan de mettre fin à cette cérémonie humiliante en plein air. En utilisant l'excuse d'une maladie, le sultan reçoit maintenant les diplomates à l'intérieur avec respect. Pour l'époque, c'est une petite révolution. Mais le détail le plus touchant, c'est ce qui se passe juste après. Une fois que le protocole est terminé, le sultan redevient un gamin. Il grimpe sur son propre trône, juste pour pouvoir regarder par une petite fenêtre la délégation qui s'en va. Ce petit moment, ça nous montre l'enfant derrière le monarque. C'est tout ce qu'il sépare de son père. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage dans le temps? D'abord, que le pouvoir était souvent une performance, un grand spectacle qui cachait une immense fragilité. Ensuite, que la politique, à cette époque, était une affaire personnelle et d'une violence inouïe. Le destin de quelqu'un pouvait basculer en une seconde. Et surtout, ça nous montre que derrière la grande histoire, il y a des drames humains que seuls des témoignages comme celui-ci peuvent nous raconter. Et ça nous laisse avec une dernière question. Des détails comme cet homme enchaîné au cadavre de son frère, ça, on ne le trouve pas dans les livres d'histoire. Alors on peut se demander combien d'histoires comme celle-ci, combien de destins humains qui sont la vraie chair du passé, ont été tout simplement perdus, oubliés pour toujours.